Ok, bonjour tout le monde. Est-ce que le micro, ça va Ouais, c'est bon, là, comme ça? Très bien. Euh, moi, je me présente, je suis Dorian McIlroy, donc c'est moi qui vais euh, présenter ce chapitre et vous me reverrez dans quelques autres cours un peu plus loin dans dans le module. Notre sujet aujourd'hui, c'est l'évolution de la coopération. Jusqu'à présent, vous avez peut-être vu la sélection naturelle qui est basée sur une idée fondatrice qui est la compétition entre les individus. La coopération, c'est autre chose. Et l'objectif un petit peu pour le cours, c'est de bien comprendre pourquoi la coopération représente un paradoxe euh, et en particulier un problème pour la théorie d'évolution par la sélection naturelle. Justement, comme j'ai dit, la sélection naturelle, l'idée de base, c'est la compétition entre des individus au sein d'une génération. Mais lorsqu'on regarde en biologie, on voit énormément d'exemples de coopération entre individus de la même espèce et entre individus de différentes espèces. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas facile à expliquer si le principe de base du vivant, c'est la compétition. Donc c'est ça le paradoxe. La coopération, on voit bien qu'elle existe, mais est-ce vraiment compatible avec l'évolution par la sélection naturelle? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est de regarder les différents mécanismes qui ont été proposés pour résoudre ce paradoxe, ou proposer des mécanismes qui sont ou seraient compatibles avec la sélection naturelle. Et la première tentative, c'était la sélection de groupe. Donc pour ça, on prend les arguments pour et contre. Le deuxième mécanisme ou modèle, c'était le mécanisme de kin selection. Donc la première chose ici, c'est de comprendre ce que ça veut dire. C'est le premier problème. Et les deux choses qui vont être clés pour ça sont le coefficient de relation et la règle de Hamilton. Donc il faut bien comprendre ce que sont ces deux termes-là. Alors, un autre mécanisme proposé un peu plus tard, c'est l'altruisme réciproque, ce qui donne un cadre théorique pour l'évolution des interactions mutualistes et des symbioses. Et là, on va regarder un petit jeu sur ordinateur et comprendre pourquoi une stratégie qui s'appelle tit for tat arrive à instaurer la coopération. Et on va essayer de élargir un petit peu notre réflexion à des systèmes biologiques réels pour essayer de comprendre comment les interactions entre différentes espèces peuvent évoluer vers un mutualisme ou une coopération et comment un comportement égoïste peut évoluer en une coopération. Et on terminera par un petit peu les différentes situations qui, mathématiquement, peuvent permettre la coopération d'émerger par sélection naturelle. Donc, la première question, c'est pourquoi la coopération est un paradoxe? Ben déjà, c'est quoi la coopération? Que veut-on dire par cela? On a deux situations que l'on observe en biologie que l'on doit expliquer. Donc, le premier type de situation, ce sont des mutualismes. Et dans un environnement, une interaction ou une relation mutualiste, on a deux individus qui interagissent ensemble et chacun profite de l'interaction. Éventuellement, chacun donne quelque chose, mais chacun reçoit quelque chose. Et globalement, c'est une interaction qui est bénéfique pour les deux partenaires. Alors il y a ça, et il existe aussi des exemples d'altruisme en biologie. C'est-à-dire que dans une interaction, il y a un donateur
un individu qui va donner quelque chose, qui va aider un autre individu, et ce donateur, ben, il supporte un coût. Donc, ce n'est pas gratuit de donner son temps et ses ressources pour aider un autre individu. Donc, le donateur supporte un coût et le receveur reçoit un bénéfice. Alors, le problème ou le paradoxe pour la sélection naturelle, c'est qu'il est difficile de voir comment des mutualismes et certainement les comportements altruistes peuvent émerger si le principe fondamental des interactions entre les êtres vivants, c'est une lutte pour la survie et une compétition. Parce que si c'est la compétition qui est la seule chose qui existe, ben, ce type d'interaction ne devrait pas exister. Et on verra aussi que même si des mutualismes sont mutuellement bénéfiques, c'est aussi un problème. Donc, le fond de cette, enfin en tout cas la première fois que ce paradoxe a été soulevé, c'était par quelqu'un qui n'était pas un biologiste, mais un anarchiste et un marxiste russe, Pierre Kropotkin, qui vivait en exil à Londres à la fin du 19e siècle. Et lui, il avait lu un commentaire de Huxley sur l'œuvre de Darwin sur l'origine des espèces et qui mettait en exergue le fait que voilà, tout le principe de base du vivant, c'est la compétition entre les individus. Donc Kropotkin était outré par ça, plus pour des raisons politiques que pour des raisons de ses connaissances en biologie, mais néanmoins, Kropotkin ne pouvait pas croire que c'était ça le principe fondamental du vivant. Et donc, il est allé chercher plusieurs exemples de coopération dans le monde du vivant, qu'il a publié dans un essai qui s'appelait Sur l'aide mutuelle, un facteur dans l'évolution. Et c'est lui qui a pour la première fois montré que voilà, mais Monsieur Darwin, Monsieur Huxley, vous dites que c'est la compétition, c'est la seule chose qui existe en biologie, mais en fait c'est faux. Et il a présenté quelques exemples. Et en effet, il est vrai que lorsqu'on regarde bien en biologie, il y a énormément d'exemples de coopération entre individus. Donc on a des interactions de coopération intra-espèces, c'est-à-dire entre individus de la même espèce. Et par exemple, on a des cas où les différents individus d'un groupe d'animaux vont partager des ressources. On a aussi d'autres exemples chez les vertébrés et chez les oiseaux d'individus qui vont donner un cri d'alarme quand ils aperçoivent un prédateur à proximité. Et ces deux exemples, c'est pas gratuit pour l'individu qui donne de ses ressources. Il supporte un coût. Pousser un cri d'alarme quand un prédateur est proche, c'est pas quelque chose qui n'a pas de coût, parce que celui qui pousse le cri peut attirer le prédateur sur lui. Donc l'individu qui aide l'autre supporte un certain coût ou prend un risque en quelque sorte. Et l'exemple un peu le plus extrême de la coopération intra-espèces s'observe chez les insectes sociaux. Et chez les abeilles ou chez les fourmis, la plupart des individus dans une fourmilière ou dans une ruche ne se reproduisent absolument pas. Donc les travailleuses passent la totalité de leur vie à travailler et à aider la reproduction de notre individu, la reine de la ruche. Donc elles passent toute leur vie dédiées totalement à la reproduction de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas rien en termes de biologie, ça. Donc beaucoup d'exemples intra-espèces, et il existe aussi de très nombreux exemples de symbiose, des interactions entre des individus de différentes espèces qui sont mutuellement bénéfiques. Donc là, en image, on a un Nemo dans son anémone. Donc Nemo va le nettoyer et le garder libre de parasites, et l'anémone va protéger Nemo des poissons un peu plus grands.
Et on a ici un lichen qui est une symbiose entre une moisissure et une algue. Donc en fait, dans cette interaction, la moisissure reçoit des sucres qui sont fabriqués par photosynthèse par l'algue, et l'algue reçoit en retour des minéraux qui sont extraits de la roche par la partie moisissure. Et ce type de symbiose sont extrêmement répandus dans le vivant. On peut aussi citer les mycorhizées, les interactions entre les racines des plantes et des moisissures souterraines qui sont extrêmement importantes pour la nutrition des plantes. On peut aussi, en quelque sorte, considérer notre microbiote intestinal, c'est une interaction mutualiste entre nous, notre organisme, et les bactéries que l'on porte en nous. Et ce sont des exemples vraiment très très divers, très très variés, dans beaucoup de systèmes biologiques différents, et souvent qui jouent un rôle très important dans des écosystèmes. Donc la coopération, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel ou une rareté, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très répandu et qui nécessite une explication. D'accord ? Donc voilà, donc c'est ça le problématique. Alors, Kropotkin avait soulevé cette question, le premier, au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle. Mais pendant la première moitié du XXe siècle, je pense que les biologistes n'ont pas vraiment beaucoup travaillé sur cette question. Tout le monde était plus occupé, les gens qui s'intéressaient à l'évolution en tout cas, étaient intéressés plus par la relation entre la nouvelle science de la génétique et l'évolution par sélection naturelle. Donc, ce qui a mené à ce qu'on appelait la nouvelle synthèse ou la théorie synthétique de l'évolution dans les années 1930-40. Et aussi, ou ensuite, les mécanismes de spéciation. Comment se fait-il qu'une espèce va se scinder en deux et donner deux espèces distinctes? Donc ça, c'était des modèles de spéciation qu'on voit dans un cours dans 2 ou 3 semaines, les modèles de spéciation de Ernst Mayr. Donc ça, c'était quelque chose qui était développé dans les années 1940-1950. Alors, on arrive au début des années 1960, ces grandes questions, la relation entre l'évolution et la génétique et les modèles de spéciation ont été bien étudiés. Donc, on commence à poser notre regard sur cette autre grande question, comment se fait-il que la coopération existe et est si importante en biologie? Et le premier biologiste à proposer une solution pour cela, c'était un biologiste britannique qui s'appelait M. Wynne Edwards, et qui en 1962 a publié sa proposition, sa théorie selon laquelle la coopération existe entre individus d'une même espèce, parce qu'en quelque sorte, c'est pas que l'individu qui fait l'objet de la sélection naturelle, mais sociale des individus. Et l'exemple qu'il avait présenté, c'était les troupeaux de brouteurs vont peut-être ménager les ressources disponibles pour pas totalement épuiser les ressources et ensuite avoir une chute de population. Et l'idée, c'était en quelque sorte que chaque individu au sein du groupe allait limiter sa consommation personnelle pour que le groupe puisse survivre. Et donc ça, c'était une différence importante par rapport à ce qui était proposé par Darwin. Pour Darwin, c'est la compétition entre individus qui est importante. Et Wynne Edwards a dit, mais non, peut-être il y a autre chose. Peut-être on devrait regarder à la compétition entre groupes et pas juste regarder la compétition à un seul niveau. Donc ça, c'était la nouveauté de sa proposition. Mais je pense qu'il est vrai de dire que sa théorie n'a pas reçu un accueil très très favorable de la plupart des biologistes. Et c'était pour deux raisons. Des raisons théoriques, c'est-à-dire que les grands experts de l'époque en théorie ou mécanisme de l'évolution
avait un peu dit, oui, mais vous dites que la, la sélection du groupe va primer sur la sélection entre individus au sein d'un groupe. Mais c'est faux, parce que la sélection entre les individus au sein d'un groupe sera toujours plus fort. Donc votre modèle ne peut pas fonctionner. Donc c'était un peu ça l'argument théorique pour rejeter les idées de Wynne-Edwards. Mais ça vaut ce que ça vaut. Mais pour moi, en tout cas, ce qui était plus convaincant, c'était les données empiriques n'étaient pas très favorables au mécanisme qu'il avait proposé. Et en particulier dans l'exemple de groupes de brouteurs qui dépendent d'une ressource naturelle, c'est quelque chose qui avait été étudié auparavant un peu dans le contexte des relations prédateur-proie. Et c'est-à-dire donc un prédateur va dépendre d'une espèce proie pour ses ressources, tout comme un brouteur va dépendre des ressources végétales pour sa nutrition. Et on voit que sur le long terme, les populations de prédateurs et de proies sont relativement stables. Mais quand on regarde de près, cette stabilité n'est pas un résultat d'une limitation choisie en quelque sorte par les individus de leur consommation. La stabilité à long terme est en fait composée d'oscillations dans les populations de prédateurs et de proies. Avec, par exemple, lorsqu'on a une proie qui est très abondante, la population de prédateurs va pouvoir augmenter parce que chaque prédateur trouve de quoi manger. Et avec la prédation, la population de proies va commencer à chuter. Et à un moment donné, on aura la population de prédateurs qui va devenir trop importante pour la ressource qui est disponible. Et à ce moment-là, la population de prédateurs va chuter. Et c'est ça qui permettra de la population de proies de se reconstituer. Et le résultat, c'est une série d'oscillations dans les populations de l'espèce prédateur-proie, où pour un brouteur, la population brouteur et la quantité de nourriture disponible, ça va osciller dans le temps. Donc cette stabilité, c'est pas lié à une coopération entre les individus dans la population de prédateurs ou dans la population de brouteurs. La stabilité est un équilibre qui sort simplement de la disponibilité de la ressource. Quand la ressource est abondante, la population va augmenter. Quand la ressource est limitée, la population va baisser. Donc c'est un peu pour ça, et donc un peu pour l'intérêt, donc ces oscillations de population ont été développées dans des modèles mathématiques qui s'appellent les modèles Lotka-Volterra. Et donc on s'est dit, oui, mais on n'a pas besoin de la coopération pour expliquer le phénomène que vous proposez, M. Wynne-Edwards. Donc votre argument n'a pas beaucoup de valeur. Donc voilà, donc au milieu des années 60, 1960, on rejette, majoritairement les biologistes rejettent l'argument de Wynne-Edwards, et on cherche toujours une autre explication. Alors, l'explication suivante est la kin selection, donc la sélection par parentèle. Kin, ça veut dire la famille au sens large. Alors, avant d'expliquer ça, il faut faire un détour via la valeur sélective darwinienne des organismes dans une population. Et formellement, on peut définir la valeur sélective darwinienne d'un individu comme, c'est-à-dire oméga, c'est ce qu'on va utiliser en génétique des populations, comme le produit de la viabilité de l'individu et la fertilité de l'individu. Et l'idée, c'est que, puisqu'on va avoir une diversité d'individus à chaque génération, ce qui va être différent entre les individus, c'est leur valeur sélective darwinienne. Et les individus avec des valeurs sélectives les plus élevées vont survivre mieux et vont se reproduire plus abondamment. Et ce sont eux qui vont être surreprésentés, ou leurs descendants vont être surreprésentés dans la génération suivante.
Alors, entre ces deux termes, la viabilité et la fertilité, ce n'est pas vraiment évident de savoir qu'est-ce qui va être l'optimum. Parce qu'on peut imaginer chez une plante bon, annuelle ou pérenne, peu importe, on peut imaginer que la plante a le choix d'investir beaucoup de ressources dans la formation de tiges et de feuilles, auquel cas cette plante sera très très robuste, elle a une très forte viabilité, mais si elle ne produit pas de fleurs, elle aura zéro fertilité. Donc ça ne marchera pas. À l'inverse, on pourrait aussi avoir une plante qui met toutes ses ressources métaboliques dans la production de fleurs et de graines, mais rien dans les feuilles et les tiges. Mais cette plante-là, bon, elle aura peut-être une très grande fertilité, mais en fait, elle ne sera pas très viable. Et quelque part, l'optimum va être entre ces deux extrêmes. Mais si on est un biologiste de terrain qui va aller étudier une population de plantes ou d'animaux dans leur environnement naturel, et on mesure un peu combien ils ont de fleurs, de feuilles, etc., c'est pas évident, juste avec ces mesures-là, de savoir quel individu a la combinaison optimale et qui va avoir la meilleure valeur sélective darwinienne. Et donc, à cause de ça, les biologistes en écologie ont commencé, ou qui font un peu de écologie évolutive, ont utilisé une autre définition pratique de la valeur sélective darwinienne des individus dans une population. Et cette définition est la suivante. La valeur sélective darwinienne, c'est la contribution relative d'un individu à la composition génétique de la génération suivante. Et ça, c'est utile en termes pratiques parce qu'on peut juste le compter, parce que c'est le nombre de progénitures de tel ou tel individu qui survivent jusqu'à l'âge adulte. Donc ça, c'est bien, c'est pratique, ça. Donc ça, c'est la définition globalement utilisée pour comparer les valeurs sélectives des individus dans une population. Mais cette valeur sélective darwinienne s'applique uniquement à la descendance directe d'un individu. Et le premier, ou la première personne, a remarqué que ce concept était limité. C'était un autre biologiste britannique, W.D. Hamilton, qui a proposé qui a dit que, qui a proposé que cette définition de valeur sélective darwinienne est trop stricte, est trop restrictive, parce qu'il ne tient pas en compte tous les comportements qu'un individu peut effectuer pour favoriser la transmission de ses gènes, de ses allèles, d'une génération à une autre. Et donc, par exemple, ici, dans mon arbre généalogique représenté là, imaginons que cet individu mâle ne se reproduit pas, ne donne pas de descendance directe. Donc, sa valeur sélective darwinienne sera 0. Donc, il est peut-être vivant, mais pas de descendance directe, valeur sélective darwinienne égale 0. Mais Hamilton a dit, mais ça, c'est oubliant que d'autres individus dans sa famille, dans son groupe familial, partagent un certain nombre d'allèles avec lui. Et donc, imaginons que cet individu-là va aider ses parents proches et favoriser leur survie ou leur reproduction. Mais en fait, le résultat net de ça, c'est que ça va favoriser la survie des gènes, ou plutôt les allèles, qui sont partagés entre ces deux individus. Et donc, la valeur sélective inclusive de cet individu ne sera pas 0. Alors, ça, c'est aussi un changement de point de vue, parce qu'avec Wynne-Edwards et la sélection de groupe, on avait vu ce qui est différent, c'est le niveau de sélection. Pour Darwin, c'est l'individu. Wynne-Edwards, sélection de groupe, c'est le groupe. Et ici, Hamilton, il dit qu'il faut regarder les choses du point de vue des gènes et des allèles, et pas des individus forcément, pas seulement des individus.
Donc voilà, donc Hamilton, il a proposé que pour bien comprendre l'évolution biologique, il faut tenir en compte ces effets indirects. Et donc, il a proposé d'utiliser la valeur sélective inclusive, la valeur sélective darwinienne, plus des effets positifs sur la survie des parents. Alors, pourquoi? Quel est le lien entre ça et la coopération? Mais parce que cela implique que sous certaines conditions, des comportements altruistes peuvent être avantageux au niveau du gène. Et les conditions qui permettent à ce type de comportement d'être avantageux sont résumées dans cette inégalité. C'est l'inégalité ou la règle de Hamilton. Alors, dans cette inégalité, c'est le coût pour le donneur en unité de fitness inclusive, enfin fitness en unité de valeur sélective darwinienne. B, c'est le bénéfice pour le receveur en augmentant quelque chose qui augmente sa valeur sélective. Et R, c'est le coefficient de relation. Donc, si cette inégalité est respectée, c'est avantageux au niveau des gènes pour des individus de montrer ce type de comportement altruiste. Et si cet altruisme est avantageux pour les gènes, ben alors il peut apparaître par la sélection naturelle. Donc, c'est ça le grand truc qui est important ici. C'est-à-dire que c'était la première fois où quelqu'un avait proposé un mécanisme accepté par la grande majorité des biologistes qui explique la coopération dans certains cas, mais d'une façon qui est cohérente avec la sélection naturelle. Donc c'est ça le grand truc de Hamilton. Alors, le coefficient de relation, c'est quoi exactement ça? Et comment on va le calculer? Le coefficient de relation, c'est la proportion moyenne d'allèles chez un individu B qui sont identiques chez un parent. Et pour un groupe d'individus diploïdes comme nous, on peut le calculer en suivant cette équation. Donc, il faut imaginer qu'on a des lignes horizontales ici, là, là, là et là. Moi, je les vois, mais je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas là. Alors, le coefficient de relation, c'est 0,5 puissance n fois le nombre de parents en commun. Et n, c'est le nombre de pas dans l'arbre généalogique. Donc, chez les frères et sœurs, j'ai un pas qui monte et un pas qui descend. Donc, mon n égale 2, donc 0,5 puissance 2, ça est 0,25. Mais si on a les deux parents ensemble, en commun, c'est multiplié par 2, donc 0,5. Donc, moi, je partage 50% de mes allèles avec mes frangines. C'est pareil, la relation parent-enfant. La relation oncle-neveu, c'est là, c'est l'oncle, donc on va monter 1, 2, c'est 3 pas. Donc c'est 0,125, mais les deux parents sont en commun, donc c'est 0,25. Pour les cousins, vous partagez 1/8 de votre patrimoine génétique avec vos cousins. Donc, la règle de Hamilton, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, globalement, oui, j'ai une question. Ok, la question, c'est de savoir comment on compte les pas dans l'arbre généalogique. Donc, de A à B, est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait là? Ok. Pour aller de C vers A, j'ai qu'un seul pas. C'est un parent. D'accord? Donc, j'ai un pas, mais il y a un parent en commun dans cette relation-là. Entre A et D, je monte 2 et je descends 1 pour aller jusqu'à D. Donc, j'ai 3 pas. Donc, j'ai 0,5, 0,25, 0,125. Mais ici, si c'est un oncle plein, vous avez les deux parents en commun ici. Donc, vous multipliez. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais c'est le nombre minimum de pas pour aller de là à là. Donc, je pourrais dire, OK, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pas. Mais non, ça, c'est pas le minimum, ça. J'ai fait un énorme détour pour faire ça.
c'est le nombre minimum de pas qu'il faut pour partir d'un individu à un autre. D'accord? Et à chaque fois qu'on a un pas, on diminue par 50%, on divise par 2 la proportion d'allèles en commun. Okay. Donc, l'idée de base de la King Selection et du règle de Hamilton, c'est que si on retourne ici, plus notre R est grand, plus on doit être prêt à accepter un coût important. Plus on a un lien de parenté qui est proche, qui est fort, globalement, nous les humains peut-être, mais aussi des différents individus, quelle que soit leur espèce, doivent être prêts à aider. Et dans la vie un petit peu de tous les jours, on voit que c'est un peu ça. Là. Donc moi, je suis OK pour donner 400 ou 500 euros par mois à ma fille qui est en études. Mais pour un de vous, là, non, aucune chance. Hein. Et pareil pour mes neveux et mes nièces. Ils sont trop loin en lien de parenté. Si je n'avais pas leurs parents, peut-être on ferait quelque chose, en effet. Mais globalement, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire on est prêt à supporter un coût pour aider un parent proche. Et l'explication biologique pour cette réalité, selon Hamilton, c'est parce que ce type d'aide altruiste aux proches parents aide leur survie et aide à la transmission des gènes et des allèles que l'on a en commun avec ses parents proches. Et c'est pour ça que ce type de comportement émerge par l'évolution. D'accord? Alors, pour voir si vous avez bien compris le principe de règle de Hamilton, je vous invite à considérer cette mise en situation et donner la réponse de quel comportement serait logique selon la règle de Hamilton. Donc attendez, je vais vous ouvrir le sondage. Ok, normalement c'est lancé. Oui. Il ne marche pas. J'ai un vote là, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bizarre. Quelqu'un qui a réussi, mais... Et ça a fonctionné hier. Attends, je redémarre. Non, ça marche toujours pas? Eh oui, effectivement, il ne marche pas là. Ah non! Ah non, mais je n'avais pas. Allez, réessaye, j'avais pas appuyé sur commencer. Avant, oui, mais là. Ouais, ok, ça remarche là. Ah, je vois les votes. Ah, excuse-moi. N'hésitez pas à voter.
Pareil pour les représentants Crous, c'est aujourd'hui aussi, non? Bon, allez, j'ai pas beaucoup de votes là, mais. Ok, je vais vous montrer ce que j'ai. Donc jusqu'à présent, on a eu ça comme vote. Donc, autant de gens qui disent, voilà, il faut le prévenir, il faut pousser un cri d'alarme, il faut le protéger, et à peu près le même nombre qui disent, bah non, il faut juste sauver sa peau. Alors, quelle est la réponse? Attends, mais en plus ça a bougé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quelle est la réponse selon Hamilton et sa règle? Bah, la réponse de la règle de Hamilton, c'est plutôt que dans cette situation-là, il vaudrait mieux pas aider. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'on a 20% de risque que les loups m'attaquent si je pousse le cri d'alarme. Et si le loup m'attaque, bah, je risque de mourir. Alors, le petit, là, si les loups l'attaquent, bah, il va mourir. Mais il n'a que 17% de ses allèles en commun avec moi. Donc, l'inégalité de Hamilton, là, le coût est de 0,2. Le risque pour le bénéfice pour pour le petit, c'est 1, il va survivre. Mais c'est multiplié par 0,17, le coefficient de relation. Donc, j'ai 20% qui est supérieur, 20% de risque pour moi versus 17% de bénéfice pour mes allèles que je partage. Donc, il vaut mieux pas aider. C'est ça la réponse ici. Et donc, la règle de Hamilton, c'est pas pour dire quel est le choix moral. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. C'est pas ça. C'est purement qu'est-ce qui est bénéfique pour la transmission de mes allèles. D'accord? Alors, si c'était mon neveu, que dirait la règle de Hamilton? Qui dit que pour un neveu, il faut aider? Il faut faire ça à main levée, s'il vous plaît. Qui dit pour un neveu, non, laisse-le crever? Pas grand monde. Ok, il y a pas mal de discussions. Est-ce que vous avez compris la logique? C'est ok pour tout le monde là? Okay. Donc, si c'était un neveu, la réponse ici serait oui, il faut aider. Pourquoi? Parce que le coefficient de relation entre un oncle, une tante et son neveu, c'est 0,25. Et dans ce cas-là, ça change l'équation ou l'inégalité. Ça devient bénéfique pour mes gènes de prendre le risque pour protéger mon neveu. D'accord? Donc c'est ça la logique. Alors, donc ça c'est un peu la logique théorique. Alors, est-ce qu'on a des exemples de coopération que l'on peut, ou pour lesquels la kin selection semble être une explication valable? Et il y a un certain nombre d'exemples où les biologistes sont plus ou moins assez d'accord pour dire que oui, kin selection, c'est une bonne explication. Alors, chez pas mal d'espèces d'oiseaux, y compris les corbeaux, les deux parents qui protègent le nid sont aidés par un troisième oiseau. Et lorsqu'on regarde qui c'est souvent un oisillon que les deux parents ont eu d'une portée précédente. Et donc c'est un grand frère ou une grande sœur des oisillons qui sont dans le nid qui donnent un coup de main pour les aider.
Donc, ce n'est pas un troisième oiseau inconnu, c'est un parent proche qui donne cette aide. Donc ça, c'est typiquement un exemple de kin. Kin selection peut expliquer ce type de comportement. Un autre exemple un peu plus morbide, c'est un comportement cannibale que l'on voit chez une espèce de salamandre. Et chez ces salamandres, lorsque les œufs éclosent, la plupart de ces salamandres ont un petit mâchoire qui vont manger des petites bêtes. Mais certains individus développent un gros mâchoire et commencent à se nourrir de leurs congénères. Et au laboratoire, il a été observé que des individus cannibales mangent préférentiellement des individus non apparentés. Donc, ils épargnent leurs parents proches. Donc là, c'est une sorte d'exemple un peu style film slasher d'un comportement qui favorise la survie des parents proches. Et l'exemple qui était vraiment très important pour Hamilton, c'était qu'il a proposé le kin selection comme une explication de la coopération extrême que l'on voit chez des insectes sociaux. Alors, pour le comprendre, il faut tenir en compte le fait que chez les hyménoptères, leur mode de reproduction est haplodiploïde. C'est-à-dire que les femelles sont diploïdes et les mâles sont haploïdes. D'accord ? Alors, l'argument de Hamilton était le suivant. Donc, lorsque la reine se reproduit, elle pond des œufs qui sont fertilisés par des faux bourdons, des drones, indiqués par D, là, des mâles. Et c'est ça qui donne les travailleuses dans la ruche. Alors, s'il y a un seul mâle qui fertilise tous les œufs, quel est le coefficient de relation entre deux travailleuses dans la ruche n'est pas 0,5, comme pour moi et ma sœur, mais elle est de 0,75. Alors, les travailleuses, bon, elles n'ont pas vraiment accès aux faux bourdons, donc elles ne peuvent pas avoir une descendance par voie sexuelle. Mais on pourrait imaginer une situation où des travailleuses pondent des œufs non fertilisés qui donneraient des mâles. Et elles auraient une descendance directe. Mais si une travailleuse pondait les œufs, le coefficient de relation entre une travailleuse et son fils, entre guillemets, est de seulement 0,5. Et la conclusion que Hamilton a tirée, c'était que c'est ça l'explication pourquoi les travailleuses travaillent ensemble pour favoriser la reproduction de la reine. Parce que le coefficient de relation entre deux travailleuses est plus élevé que le coefficient de relation entre la travailleuse et sa propre progéniture. Donc pour Hamilton, la coopération extrême que l'on voit chez les fourmis et chez les abeilles, c'est un produit de leur mode de reproduction haplodiploïde, qui en quelque sorte favorise cette coopération. Donc ça, c'est vraiment une explication géniale de la coopération extrême que l'on voit chez les insectes sociaux. Donc ça fait grand bruit dans le monde de la biologie des années 70, mais depuis, on a un peu tempéré ces conclusions. Donc, c'est une très belle théorie, très pure, mais comme tout en science, il faut confronter la théorie avec les observations. Et les gens se sont dit, mais est-ce que c'est vrai que le coefficient de relation entre les travailleurs d'une ruche est vraiment 0,75? Et en réalité, c'est moins que ça, parce qu'il y a plusieurs faux bourdons qui fertilisent des œufs d'une reine. Donc ça, cette partie de l'argument n'est pas totalement exacte. Et aussi, de nombreux entomologues ont soulevé le fait qu'il existe beaucoup d'espèces d'hyménoptères qui ont un mode de reproduction haplodiploïde, mais qui ont un mode de vie solitaire, qui ne sont pas sociales. Donc il y a des abeilles et beaucoup d'espèces de guêpes solitaires. Et l'autre, le revers de la médaille, l'inverse, existe également. Les termites sont des insectes sociaux qui vivent en immenses colonies, des termitières, mais ces insectes ne sont pas haplodiploïdes.
Donc l'aplodiploïdie n'est pas nécessaire non plus pour l'évolution de la coopération extrême. Mais ceci dit, les insectes sociaux sont rares en dehors des hyménoptères. Donc, il semble que ce mode de reproduction aplodiploïde est un facteur important. Donc, l'argument de Hamilton n'était pas totalement erroné, mais il n'explique pas tout. Ce n'est pas le seul facteur. OK. Donc, kin selection. Donc, c'est une très belle théorie, mais il n'explique pas tout. Un des limitations, c'est que souvent, il est... bon, oui, voilà. Donc, pour que ça marche, il faut que les différents individus puissent savoir qui est mon parent, pour avoir une idée quel est le coefficient de relation entre moi et un autre individu. Donc, pour les oiseaux et les mammifères, ça va, on a des cerveaux relativement grands, on a des sens de l'ouïe et de la vision qui sont très développés, on peut identifier différents individus dans notre groupe et se souvenir de qui est qui. Donc ça, c'est pas un problème. Pour les salamandres, apparemment, ça marche par l'odorat et ils peuvent sentir qui est un plus proche parent. Chez les insectes sociaux, c'est pas vraiment une reconnaissance directe de qui est le plus proche parent de qui. La définition de qui fait partie de ma famille, c'est plutôt tout le monde dans la ruche ou tout le monde dans la fourmilière fait partie de la famille. Et ça, c'est quelque chose qui est transmis par l'odeur des composants volatiles associés à la cire qui se mettent à la surface des corps des insectes. Et devant la ruche, on a des abeilles de garde qui sont là, en effet, des abeilles qui se posent à l'entrée de la ruche. Ils laissent rentrer que les abeilles chez qui ils reconnaissent l'odeur. Donc, tout le monde dans la ruche fait partie de la famille, et ça explique un petit peu le phénomène d'esclavage chez certaines espèces de fourmis. Donc, il y a des espèces de fourmis qui vont aller attaquer une fourmilière voisine, et ils vont voler des œufs fécondés de ces fourmilières voisines, les transportent chez elles, et les fourmis qui éclosent de ces œufs sont d'une espèce différente. Donc, elles éclosent dans une situation où elles ont zéro lien de parenté avec les fourmis qui sont tout autour, mais elles ne se rendent pas compte. Elles se disent, voilà, je suis né là, je suis une fourmi comme les autres. Et elles commencent à bosser. Et donc, c'est ça qui montre qu'il n'y a pas vraiment de reconnaissance directe du lien de parenté chez les insectes sociaux. D'accord ? C'est quelque chose qui est acquis par l'odeur de la ruche ou de la fourmilière. Donc, je m'étais un peu avancé d'une diapositive, je voulais où j'étais. Donc, la kin selection, c'est une bonne explication pour pas mal de comportements coopératifs intra-espèces. Mais il y a quelques limitations. Donc, des fois, ce n'est pas si facile de ça que de distinguer les effets d'une kin selection d'une sélection de groupe, parce que les groupes d'organismes, d'animaux ou de plantes qui vivent à proximité ou ensemble dans un groupe ont souvent des liens de parenté très très forts. Donc, l'exemple que j'ai donné avec les macaques, avec un coefficient de relation de 0,17, c'est pas inventé, ça. C'est quelque chose qui est un chiffre observé chez les primates. Entre deux individus pris au hasard, leur relation de parenté va être assez élevée. Parce que le groupe est petit et il y a une certaine consanguinité. Donc ça, pour moi, c'est plus un problème pour la sélection de groupe que pour la kin selection. Donc chaque fois qu'on dit, voilà, c'est le comportement sélection de groupe, on peut se dire, oui, mais c'est peut-être le kin selection parce que tous les individus dans le groupe ont un lien de parenté assez fort. Alors, un autre critique, c'était que bon, la kin selection, est-ce que ça rajoute quelque chose aux valeurs de oméga qu'on va utiliser dans les modèles de génétique de population d'Hardy Weinberg? D'un point de vue théorique, je comprends la critique parce que dans un modèle Hardy Weinberg, la valeur oméga, c'est quelque chose qui est appliqué à tous les individus qui partagent un certain génotype. Et on se fiche un petit peu de savoir si c'est la valeur sélective inclusive ou valeur sélective darwinienne. Donc les gens qui sont un peu plus théoriques, ils disent, ben oui, ça nous apprend pas grand-chose. Mais je pense que ça, c'est pas vraiment très très juste comme critique, parce que ça change notre aperçu vraiment. Et pour
les biologistes de terrain, ça change vraiment quelque chose. Alors, d'autres limitations de la kin selection, certains comportements coopératifs, même au sein d'une même espèce, ne favorisent pas les parents. Donc, ils ne peuvent pas être expliqués par la kin selection. Et clairement, chaque fois que l'on a une coopération entre les individus de deux différentes espèces, on ne peut pas invoquer ou évoquer la kin selection comme une explication, parce qu'on n'a aucun lien de parenté entre ces individus. Et donc, ces exemples de coopération qui sont importantes pour la biologie ont besoin d'une autre explication. Alors, les débuts de cet autre type d'explication viennent peut-être plutôt du monde des sciences sociales. Et donc, ici, ce qu'on cherche à expliquer, ce n'est pas vraiment un altruisme, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui donne quelque chose et un autre receveur qui reçoit quelque chose. On cherche à expliquer plutôt des mutualismes. Et dans une interaction mutualiste, donc la kin selection, ce qu'on avait, il y avait un donateur qui subissait un coût et le receveur qui recevait un gain. Mais pour des mutualismes, on a une interaction bidirectionnelle, c'est-à-dire que chaque individu qui rentre dans l'interaction doit donner quelque chose et chacun reçoit quelque chose. Et ce que l'on reçoit, c'est plus que ce qu'on donne, donc l'interaction est bénéfique pour les deux. Donc là, l'avantage qui est apporté par l'interaction, c'est un peu plus évident à voir, mais le problème, c'est que dans un modèle de sélection naturelle, où chacun essaie d'augmenter sa propre survie et sa propre fertilité, c'est pas aussi évident que ça de voir comment ces interactions mutualistes peuvent émerger ou même survivre face à éventuellement des comportements égoïstes. Donc, pour expliquer ça un petit peu, ou pour l'illustrer peut-être, je vous invite à imaginer ce type de situation où on a une population d'individus qui coopèrent entre eux avec une interaction mutualiste. Et chaque fois que deux individus interagissent, bon, chacun supporte un coût de 2 unités de valeur sélective, mais chacun reçoit un bénéfice de 5 unités de valeur sélective. Et donc, le bénéfice net de l'interaction, c'est plus 3. Et on imagine aussi que ce comportement coopératif a un composant génétique qui favorise le comportement. Mais imaginons qu'on a un mutant qui apparaît dans notre population, et notre mutant, c'est un mutant égoïste. Donc on a une mutation dans le gène qui contrôle ce comportement mutualiste. Mais donc il est mutant, donc il ne coopère pas. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque ce mutant rencontre un coopérateur? Le coopérateur donne toujours quelque chose, mais il ne reçoit rien. Donc le coopérateur est perdant dans l'affaire. Tandis que le tricheur ne donne rien, mais il reçoit tout le bénéfice. Et son bénéfice en valeur sélective est plus élevé que lorsqu'un coopérateur interagit avec un autre coopérateur. Et c'est pour cette raison que la valeur sélective de cet individu mutant-là, il va être plus élevé que pour tous les autres individus dans la population. Et si ça c'est vrai, en fait, cette mutation dans la population va se répandre et finalement, il deviendra le phénotype et le génotype dominant. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? On a une population qui est composée complètement de tricheurs. Et c'est ça le problème. Comment un comportement mutualiste ou coopérateur peut survivre face à la présence de comportements égoïstes? Et donc c'est ça que je disais que les premières idées pour répondre à cette question-là viennent des sciences sociales. Des gens qui étudiaient la coopération entre individus humains.
Et le modèle qui était évoqué, c'était le modèle du dilemme du prisonnier que vous avez peut-être vu au lycée. Ouais, vous avez vu ça? Ok, peut-être que oui, peut-être que non. Alors, l'idée, la mise en situation est la suivante. Donc, imaginons que la police va arrêter deux suspects pour un larcin et ils les mettent dans des cellules séparées. Et à chacun, ils proposent un marché. Et ils disent, d'accord, si vous dénoncez votre complice, on va vous libérer et lui, il va descendre pendant 10 années. C'est lui qui porte le chapeau. Et vous êtes libre. Donc, ils proposent le même marché aux deux. Mais quelque part, ils savent, chacun des deux suspects, que la police n'a pas suffisamment de preuves pour vraiment les condamner. Et d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé ici avec mon truc là? Mon tableau est tout naze. Dans cette carré-là, on est censé avoir 6 mois, et le libre est censé aller dans le carré en dessous. Ouais, décidément, je ne vois pas ce qui se passe. Donc, si aucun ne dit rien à la police, ils vont tous les deux écoper d'une courte peine, 6 mois seulement. Donc, s'ils coopèrent entre eux, entre les deux suspects, bon, ils vont avoir une moindre peine. Mais le problème, c'est que si l'un des deux coopère, l'un des deux garde le silence et l'autre le dénonce, ben, vous allez prendre pour 10 ans. Donc, il y a un grand risque en faisant ça. Et si chacun essaie de raisonner en minimisant le risque, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les deux ils vont s'inculper mutuellement, se dénoncer mutuellement, et les deux ils vont prendre pour 5 ans. Donc ça, c'est le jeu de dilemme de prisonnier, et l'objectif, c'est de savoir ben, comment on peut faire pour coopérer et pas prendre 10 ans de tort. Donc je vous invite à regarder votre voisin, mais sans discuter avec lui ou avec elle, juste noter sur un bout de papier si vous allez coopérer ou si vous allez trahir. D'accord? Et ensuite, quand vous avez décidé, vous annoncez. Une fois que vous avez fait ça, on va voir quels sont les résultats. Et sans négociation préalable. C'est super important ça, vous êtes isolé.
Ok, on va décortiquer les résultats. Donc voilà ce que vous avez fait. Donc c'est le résultat du jeu là. Et majoritairement, vous êtes des coopérateurs. Tous les deux ont trahi, bon, ben, c'est... Et quelques pauvres exploités là. Ah, vous l'avez dans l'os là, les coopérateurs contre un tricheur. Donc, tous les ans quand on fait ça, c'est un résultat reproductible. C'est-à-dire qu'on a toujours une grande majorité de coopérateurs. Et c'est vrai aussi dans d'autres expériences, réelles expériences en sciences sociales, on voit que des gens ont tendance à coopérer dans ce type de mise en situation. Même si ce n'est pas vraiment la chose la plus logique à faire. Et moi, je pense que c'est parce que dans ce type de situation, on a tout un tas de facteurs un peu sociaux qui sont en jeu. C'est-à-dire que, en réalité, votre voisin, vous le connaissez un petit peu, et il ou elle vous connaît, et vous avez une idée de ce qu'elle va faire. Et vous voulez peut-être qu'il pense que vous êtes quelqu'un de sympa. Et en réalité, il n'y a pas d'enjeu. Si on perd, il n'y a pas d'enjeu. Mais si vous agissez comme un tricheur, ça, c'est pas bien. Donc le calcul est un petit peu faussé par ces autres considérations. En réalité, en jouant à ce jeu, le choix logique, c'est de tous les deux trahir, en réalité. Et si on fait jouer deux ordinateurs contre eux, bon, ils vont se trahir. Alors, voilà, donc la question c'est comment on fait pour favoriser la coopération dans ce type de situation. Et c'était un chercheur qui s'appelait Robert Axelrod qui a proposé de trouver la meilleure stratégie qui permet d'instaurer la coopération dans un tournoi du jeu de dilemme de prisonniers itéré sur 20 tours. Et il a invité des collègues ou des gens d'envoyer des stratégies sur ligne de code informatique. Et les différentes stratégies allaient jouer les unes contre les autres et contre elles-mêmes. Et chaque jeu tournait pendant 20 tours. D'accord? Donc on ne faisait pas juste en une seule fois, mais 20 fois d'affilée. Et ça permettait de développer une stratégie en fonction de ce qu'était la réponse de l'autre. Donc il y avait plusieurs stratégies qui étaient envoyées. Coopérateur coopère tout le temps, défecteur il triche tout le temps, jester je pense qu'il fait quelque chose d'aléatoire à chaque fois. À la grande surprise, la stratégie qui a gagné le tournoi, c'était une des stratégies les plus simples, tit for tat, qui avait comme seule stratégie, je coopère le premier tour, mais par la suite, je copie ce que mon adversaire a fait le dernier tour. Et ça, c'était vraiment la formule gagnante. Pourquoi? Parce que contre les stratégies agressives, tit for tat ne se faisait pas avoir. Elle perdait au premier tour, mais par la suite, elle repiquait. Et il y avait une sanction, et directe. D'accord? Donc, on peut me voler une fois, mais pas deux fois, quoi. Mais en revanche, tit for tat, contre une stratégie qui était plutôt coopérateur, réussissait à démarrer la coopération. C'est-à-dire qu'elle commençait par une coopération et en face de notre stratégie coopérative, ça marchait. Et avec elle-même, ça marchait aussi. Quand une tit for tat rencontre tit for tat, ça marche. Elles coopèrent entre eux. Et ce sont ces facteurs-là qui étaient derrière son succès. Et quels étaient les éléments nécessaires pour l'émergence de la coopération dans ce type de situation? Il fallait que les interactions soient répétées. Parce que n'oubliez pas, tit for tat, il perd au premier tour face à une stratégie agressive. L'autre truc qui est important, c'est que il faut être capable d'ajuster son comportement en fonction de ce qu'a fait l'adversaire le dernier tour. Mais dans ce cas-là, il faut être capable d'identifier différents individus pour savoir qui est qui et se souvenir de leurs actions. Donc, et si ces conditions sont réunies, on peut appliquer une stratégie tit for tat. Donc, dans la vie de tous les jours, on peut faire ça. Comme ça, on ne se fait pas exploiter, quoi. Mais
ce qui est intéressant pour un biologiste, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une structure de langage, une négociation, un contrat ou une structure sociale avec des lois et des règles. Donc cela émerge, la coopération émerge spontanément dans cette situation. Donc ça, c'était quelque chose qui vient des sciences sociales. Ça a fait grand bruit au début des années 1980. Donc les biologistes se sont mis à chercher des exemples de la stratégie tit for tat en biologie. Et donc on a cherché longtemps, et le meilleur exemple que l'on ait trouvé a été observé chez les chauves-souris vampires. Alors, ces chauves-souris vivent en immenses colonies dans les grottes. Toutes les nuits, les chauves-souris sortent pour essayer de faire saigner un bœuf et obtenir un repas sanguin. Et après, elles rentrent dans la grotte. Alors, voler de A à B et revenir, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie pour une chauve-souris. Et si une chauve-souris ne mange pas 3 nuits d'affilée, elle va mourir parce que la 4e nuit, elle sera trop épuisée pour voler. Donc il y a un enjeu très important à trouver à manger tous les jours pour les chauves-souris. Et le comportement qu'on a observé, c'est que dans la grotte, une chauve-souris qui n'a pas réussi à manger va s'approcher d'une autre chauve-souris qui a un gros ventre. Et elle a un gros ventre parce qu'un repas sanguin, ça prend la place. D'accord ? Donc même si elles ont une physiologie un peu particulière pour excréter beaucoup d'urine très concentrée rapidement après un repas sanguin, ça prend de la place. Donc on peut voir qui a bien mangé. Et donc la chauve-souris qui n'a pas mangé va se rapprocher de la chauve-souris qui a bien mangé et va solliciter un don de son un peu à moitié digéré. Donc c'est pas très appétissant, mais au moins on peut survivre. Et des chercheurs ont remarqué que ces dons de nourriture sont entre des individus non apparentés, donc ce n'est pas un exemple de la kin selection, et que les rôles étaient souvent inversés, et que les chauves-souris développaient des partenariats et ils coopéraient souvent avec les mêmes individus. Donc on avait des situations un peu réunies pour que tit for tat marche. Et aussi, les chercheurs ils ont observé le fait que s'il y a une chauve-souris qui n'a pas mangé, un jour il approche à une chauve-souris qui a bien mangé, et l'autre refuse de donner. Si les rôles sont inversés, celle qui s'est vue refuser une première fois ne va pas donner. Donc il y a vraiment l'aspect de retour de bâton. Donc c'est vraiment un exemple biologique de la stratégie de tit for tat. Alors, donc, le résultat un peu de tout ça, c'est que oui, on peut trouver des exemples de tit for tat en la nature, mais ces exemples sont plutôt rares. D'accord ? Probablement parce que c'est pas facile d'avoir ces conditions-là réunies. D'accord ? Chez les mammifères, oui, ok, on a un gros cerveau, on peut se souvenir de qui est qui. Et de se souvenir de ce qu'ils ont fait par le passé. Alors, pour les lichens, probablement pas. Ok ? Alors, néanmoins, une autre chose qui était importante ici pour tit for tat a montré l'importance des interactions répétées sur le long terme. Donc, si on garde ça comme idée et on se dit, mais quelles sont les situations en évolution quand on a deux espèces qui interagissent sur le long terme ? Ben, ce sont des situations de coévolution. Et les interactions de type coévolution peuvent avoir plusieurs formes. Donc, on peut avoir une relation prédateur-proie qui dure pendant longtemps, les interactions de compétition, parasitisme et mutualisme. Alors, quels sont les résultats de ces interactions sur le long terme? C'est la coévolution des deux espèces en même temps. Pour la coévolution prédateur-proie, ben, la prédation va peut-être sélectionner pour la proie qui sait courir plus vite. Mais en retour, ça va donner une pression de sélection pour favoriser une course un peu plus vite chez le prédateur également. Donc on a une course aux armements jusqu'à ce que chacun arrive aux limites de ses capacités. Et on a un équilibre. Pour une compétition entre deux espèces en compétition pour la même niche écologique, ce qui arrive généralement, c'est qu'on a de l'exclusion écologique. Il y a une espèce qui disparaît et l'autre qui occupe la niche écologique. Pour le parasitisme et le mutualisme, là, on peut se poser la question. Parce que dans le parasitisme, il y a un organisme qui vit dans un autre et qui l'exploite.
et qui le fait mal. Dans le mutualisme, on a quelque chose de semblable, mais en fait, les deux s'accommodent. Et les interactions hôtes-parasites sont souvent sur le long terme, sur le temps, en termes d'évolution. Pourquoi on voit ça? Parce que lorsqu'on confronte les arbres phylogénétiques des hôtes et des parasites, on voit que les arbres phylogénétiques sont aussi complexes d'un côté que de l'autre, et que souvent, on a les mêmes embranchements. Donc, c'est-à-dire que ces deux parasites-là, on a un événement de co-spéciation en même temps que l'espèce hôte a subi un événement de spéciation. Donc, les parasites ici infectent ces hôtes depuis au minimum l'existence de l'espèce parentale en commun entre ces deux espèces d'hôtes. Donc, il y a de temps en temps des changements d'hôtes chez les parasites, mais on a souvent des interactions à très long terme entre les hôtes et les parasites. Donc, la question c'est, donc on a ces interactions répétées, mais est-ce qu'il y a des situations dans le parasitisme qui favoriseraient l'émergence de la coopération? Et en fait, ce qui va être important, c'est le mode de transmission. Lorsque j'ai une transmission horizontale, donc ça, c'est quoi la transmission horizontale? J'ai la Covid, j'éternue et j'infecte des gens ici, là. C'est une transmission horizontale. Donc il y a des parasites qui se transmettent comme ça. Mais il y a aussi des parasites qui se transmettent de génération en génération. Ce qui se transmet de la transmission mère-enfant, de certains virus et de certains parasites. Ça existe. Mais dans ce cas-là, le parasite, à ce moment-là, il agit comme une sorte d'élément génétique, parce qu'il est toujours transmis de génération en génération. Et si le parasite reste fortement néfaste pour l'hôte, les juvéniles qui sont infectés dès la naissance ne vont pas aller très très bien. Ils ne vont pas survivre très longtemps et ils risquent de ne pas transmettre le parasite à la prochaine génération. Donc, ces considérations théoriques mènent à la conclusion que lorsqu'un parasite se met à avoir une transmission par voie verticale, ce parasite doit tendre vers une coopération avec son hôte et un mutualisme. Voilà, c'est ça. Donc, je vais sauter ça parce que je n'ai pas le temps. Donc, un exemple où on peut observer ça, ce sont chez les alpha-protéobactéries qui sont, pour certains groupes, sont des bactéries intracellulaires, qui sont des parasites ou des mutualistes. Donc, on a plusieurs exemples de bactéries intracellulaires qui provoquent des maladies, Rickettsia, Brucella, etc. Et on a aussi les alpha-protéobactéries qui sont des symbiotes, qui ont des interactions coopératives avec leur hôte. Il y a un groupe très intéressant qui est proposé par la famille de Wolbachia, qui sont des bactéries intracellulaires qui sont transmises un peu comme les mitochondries, de mère à l'enfant, qui sont transmises dans les œufs des femelles. D'accord? Donc on a une transmission uniquement verticale chez le Wolbachia. Donc ça, c'est un test. Est-ce que le Wolbachia, c'est toujours un organisme mutualiste? Et lorsqu'on regarde, la plupart du temps, donc ce sont des bactéries intracellulaires qui infectent des invertébrés. Alors, la plupart du temps, ou dans certains groupes, les Wolbachia ont un comportement mutualiste, mais chez les arthropodes, ce sont plutôt des parasites. Donc, comment est-ce possible? On a regardé ça de près, et les Wolbachia réussissent à rester néfastes pour l'hôte, malgré cette transmission verticale, parce qu'ils modifient et ils manipulent le mode de réplication, de reproduction des hôtes infectés. Donc, en quelque sorte, l'infestation par les Wolbachia va diminuer la viabilité de l'hôte qui le porte, mais en fait, il va augmenter leur fertilité. Il va, par différents mécanismes, favoriser la reproduction des individus qui portent le parasite. Donc, c'est ça qui est un peu l'explication de cette exception à la règle. Alors, on a pas mal étudié ce groupe et leurs interactions avec les hôtes, et dans certains cas, on voit que l'hôte est devenu dépendante
du parasite. Et dans d'autres cas, on a vu que, dans d'autres cas, ce qu'on peut faire, vu que ce sont des bactéries, on peut traiter des insectes avec des antibiotiques. Et du coup, les insectes éliminent le parasite. Et on peut obtenir des parasites, les hôtes sans le parasite et voir s'ils vivent mieux ou pas mieux. Et dans certains cas, on voit que la présence du parasite apporte un certain bénéfice. Donc, les interactions que l'on pensait parasitaires ne sont pas forcément uniquement parasitaires. Donc, les Wolbachia semblent être un exemple d'un groupe de parasites intracellulaires qui a une tendance à évoluer vers un mutualisme. Alors, on a 5 minutes pour terminer. Donc, toute cette idée théorique de parasitisme qui va évoluer vers un mutualisme, c'est un peu l'idée qu'on a besoin des interactions répétées entre espèces pour évoluer vers une coopération. Mais ça non plus, ça ne peut pas vraiment expliquer tous les exemples de symbiose que l'on connaît en biologie. Parce qu'il y a un bon nombre de symbioses très importants. Par exemple, les coraux, les invertébrés marins vont capturer une algue photosynthétique, les lichens, les moisissures vont capturer une endosymbionte, et à chaque fois, les algues sont capables de vivre de façon indépendante en dehors de leur association symbiotique, ce qui n'est pas le cas pour les parasites intracellulaires. Donc, ces symbioses semblent n'ont pas forcément une transmission verticale. Donc, pour les coraux, la plupart du temps, l'invertébré marin doit se reproduire et il doit aller capturer une nouvelle endosymbionte au début de chaque fondation de colonie de corail. Donc, ce n'est pas une transmission verticale. Mais la façon dont l'hôte capture l'endosymbionte fait penser que c'est peut-être une relation prédateur-proie sur le long terme qui a évolué vers une symbiose, et pas une relation hôte-parasite. Alors, dernière diapositive, c'est juste un petit peu résumé théorique de toutes les différentes situations qui permettent l'émergence de la coopération, c'est-à-dire qui permettent d'apporter un avantage sélectif aux individus qui ont le comportement coopératif. Et donc, cet formalisme était un travail de Martin Nowak, publié presque il y a 20 ans maintenant. Et il a essayé de formaliser mathématiquement un peu les différents modèles proposés pour expliquer l'évolution de la coopération. Donc, kin selection, c'est la relation, l'inégalité de Hamilton. C'est le coefficient de relation qui est le facteur critique. Pour l'altruisme réciproque, c'est le modèle Tite-Fortas, c'est la probabilité d'avoir un deuxième rencontre qui est le facteur important. Pour la sélection de groupe, ça revient donc mathématiquement. Apparemment, il peut être important et un moteur de la coopération dans certaines conditions. Donc ça, c'est quelque chose qui fait un petit peu son retour. Et la dernière chose que je voudrais évoquer avec vous dans les 2 minutes qui me restent, c'est celui-ci, l'altruisme indirect. Ici, c'est un peu le bonheur se partage en chaîne, se transmet en chaîne. Donc ici, le bleu clair là, va aider le bleu foncé, et le bleu foncé ne donne rien en retour directement. Mais il va donner quelque chose au rouge. Et le rouge, à son tour, va donner à quelqu'un, et ça va revenir. Donc ça, c'est un peu l'idée du karma. Ok, on fait quelque chose de bien, on va avoir du bon karma, et quelqu'un d'autre va me rapporter quelque chose. Donc on peut imaginer que ça c'est un peu le monde de bisounours, mais non, c'est pas ça. C'est la base de l'économie. Pourquoi? Parce que le facteur important ici, c'est la réputation. Si on a une bonne réputation, les gens vont vous aider. Et la réputation, comment on va le savoir? Ben, on le sait parce que c'est représenté par l'argent. Quand moi je vais acheter une baguette à la boulangerie, j'achète quelque chose qui m'aide à survivre, qui me donne un bénéfice direct pour ma survie. Qu'est-ce que je donne à la boulangère? Quelque chose qui l'aide à survivre? Non. Je lui donne une pièce d'argent ou je passe ma carte. C'est quoi ça? C'est une promesse que quelqu'un d'autre, plus tard, va lui donner quelque chose. Et donc c'est ça qui permet la coopération dans la plupart de nos interactions de tous les jours. C'est pas le kin selection, c'est pas des autres trucs. C'est un peu l'argent, quoi. C'est l'économie qui fait tourner la coopération entre des humains modernes. Et là, c'est un peu
une manifestation de ce mécanisme de coopération. Ok, donc je vous laisse là et on se revoit, ma foi, un autre jour.